Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme dans l'émission aujourd'hui, on va démarrer d'abord par notre focus. Il est combattant professionnel de MMA et il le dit lui-même, vous allez le voir, sa vie est orientée autour de la performance physique et sportive depuis son plus jeune âge. Aujourd'hui, il partage cette expérience à travers des vidéos sur Internet. Il s'appelle Morgane Charrière et il est notre focus du jour. Elle a une idée derrière la tech aussi. C'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. De quoi vous allez nous parler ? Ah là là, je vais vous parler d'un phénomène qui a fait fleurir sur Internet et sur X fin mars début avril. Les images générées par intelligence artificielle dans le style du studio Ghibli et de son fondateur Hayao Miyazaki. Merci beaucoup Jeanne. On va dans un instant. Et puis c'est notre sujet du jour. On va célébrer cette année les 120 ans de la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Une loi fondatrice mais qui aujourd'hui encore suscite débats, incompréhension et parfois même manipulation. De la crise de l'école privée à l'affaire du voile, en passant aussi bien sûr par l'assassinat de Samuel Paty. La question de la laïcité n'a jamais cessé de refaire surface dans notre société. Décryptage nécessaire donc de ces enjeux actuels, de son histoire complexe et des défis concrets auxquels sont confrontés les acteurs de l'éducation à son égard. On en parle justement avec notre invité aujourd'hui, Jean-François Pilet. Bonjour. Bonjour. Soyez bienvenue sur le plateau de l'école du futur. Vous êtes le fondateur d'Efficience Digitale. On va parler de tout ça dans un instant avec vous, juste après le focus. D'abord donc, sportif de haut niveau, il est une inspiration pour les jeunes qui le suivent. À peine âgé de 29 ans, Morgane Charrière représente une figure clé du MMA en France, un sport qui mêle plusieurs disciplines de combat. Et à travers ses vidéos, il partage sa carrière, son quotidien aussi 2.0. Il est notre rôle modèle du jour, signé aujourd'hui par Dylan Colère. On n'a jamais parié ne serait-ce qu'une seule pièce sur moi. J'ai toujours été l'outsider. Morgane Charrière, surnommé The Lice Pirate, n'est pas votre combattant de MMA ordinaire. Ce Français de 28 ans jongle habilement entre les octogones et les écrans, faisant de lui une véritable star à double facette. Morgane partage son quotidien de combattant professionnel, offrant un regard inédit sur les coulisses d'un athlète de haut niveau. Ces vidéos ont aussi bien contribué à démystifier ce sport qu'à le mettre en lumière dans tout l'Hexagone. Mais ne vous y trompez pas, Charrière n'est pas qu'un influenceur. En 2023, il réalise son rêve en signant avec l'UFC, la plus prestigieuse organisation de MMA au monde. Un parcours qui force le respect quand on sait qu'il a commencé sa carrière à une époque où ce sport mêlant plusieurs disciplines de combat était encore illégal en France. Alors qu'est-ce que ça fait d'avoir triomphé à l'UFC ? C'est une bonne question, C'est vraiment la sensation de t'es sur un petit nuage, tu vois, t'es au-dessus de tout. Ouais, en termes de sensation, c'est la légèreté, un poids qui tombe de mes épaules. Genre ah ouais, je me suis pas menti, j'ai pas menti aux gens, j'ai menti à personne. Et le travail, ça paye à un moment. Derrière son surnom de pirate et ses tatouages intimidants se cache un homme au grand cœur. Cette générosité se reflète aussi dans son approche du combat. Charrière est connu pour son style spectaculaire, quitte parfois à prendre des risques inconsidérés. Une véritable volonté de toujours offrir un show à son public. Avec un bilan de 2 victoires pour 1 défaite à l'UFC, Morgane Charrière a les yeux rivés sur l'avenir. Son objectif, grimper dans le classement des poids plumes et pourquoi pas, décrocher un jour une ceinture synonyme de champion du monde de son sport. D'ici là, ce combattant 2.0 continue de partager sa passion sur les réseaux sociaux, jonglant entre entraînement intensif et montage vidéo. Une chose est sûre, dans la cage comme devant les caméras, Morgane Charrière n'a pas fini de faire briller ce sport qui ne cesse d'augmenter sa cote de popularité. Allez, autre chose maintenant. Les chiffres de l'éducation nationale fin 2024 ont fait état d'une baisse des atteintes à la laïcité à l'école. Une nouvelle encourageante bien sûr, vous vous en doutez, mais qui intervient dans un contexte marqué par des événements tragiques et une vigilance accrue. Qu'il s'agisse de port de signes religieux, de contestation d'enseignement, l'école demeure encore et toujours un lieu où les tensions autour de la laïcité se manifestent avec acuité. De fait, un climat d'inquiétude persiste encore, comme en témoigne l'hésitation de certains enseignants à aborder des sujets sensibles, voire la crainte aussi de menaces inacceptables. Pour l'école alors, comment réaffirmer sa mission fondamentale de transmission des valeurs de la République et comment protéger au mieux ceux qui l'incarnent? On pose la question à notre invité tout de suite dans la première partie du talk. Et
Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, donc, Jean-François Pilet. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le créateur donc, d'Efficience Digitale. En quelques mots, c'est notamment Efficience Digitale, une application spécifiquement destinée à la laïcité et aux valeurs de la République que vous souhaitez transmettre parce qu'aujourd'hui, en fait, vous avez fait le constat que c'était nécessaire. Racontez-nous. Alors, en quelques mots, Efficience Digitale est une agence de communication digitale qui travaille classiquement pour un certain nombre de clients, dont notamment en fait, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, la MGEN. Au moment de l'assassinat de Samuel Paty, la MGEN est en contact très régulier, bien entendu, avec toute la communauté éducative, et ils ont réalisé, alors que eux, en tant que mutuelle, sont vraiment des défenseurs des valeurs de la laïcité à la base, que la connaissance des enseignants sur le sujet était très floue. En fait, en réalité, ils ne savaient plus exactement de quoi il s'agissait, de quoi on parlait. Et puis, ils avaient une très forte appréhension à aborder le sujet, je dirais, là où il était le plus important de l'aborder. C'est-à-dire, plus les conditions, finalement, scolaires étaient difficiles, avec des élèves marginalisés, avec de la radicalisation religieuse, avec toutes ces choses-là, c'est dans ces endroits qu'il aurait fallu pouvoir aborder le sujet. Et les enseignants étaient démunis, d'une part, par la crainte de l'environnement, la crainte d'aborder le sujet, et d'autre part par le manque de ressources. À ce moment-là, on expliquait à MGEN que ce serait une bonne idée de leur proposer quelque chose, mais sans vouloir jouer le rôle de formateur ou prendre leur place, en disant comment on peut les aider. Et on s'est rendu compte qu'ils ne savaient pas du tout comment aborder le sujet de façon dépassionnée. Ils disaient, mais dès qu'on aborde, ça va se crisper, polémique, etc. Il y avait une crainte, c'est-à-dire, de leur part. Il y avait également une vraie crainte de leur part. Encore une fois. Compréhensible, tout à fait, par rapport à ce qui s'est passé. Absolument. Et puis, par rapport à ce qui s'est passé, tout simplement. Enfin, d'autant plus à ce moment-là. Donc, il y avait une sorte de traumatisme. Surtout, n'en parlons pas. Et moins on en parle, mieux on se porte. Donc, en fait, nous, on a choisi l'angle suivant. On s'est dit, pour aborder la laïcité de la façon dépassionnée, il faut la décorréler du présent, qui stigmatise tous les problèmes, et il faut aller prendre, en fait, notre inspiration dans l'histoire, dans le passé. Et c'est là, je dirais, ce qui a inspiré la ligne éditoriale de 365 fois plus de laïcité. Donc, on y présente, pour les enseignants, des citations, des dates, des personnages, des livres, des vidéos, etc., qui sont issus des 10, 15 derniers siècles, peu importe, on remonte loin, on remonte jusqu'à François Villon, on remonte jusqu'à la question de l'esclavage dans l'Antiquité, on cite Hugo, on cite donc, tout un tas d'auteurs ou tout un tas de personnalités plus ou moins connues, et on explique en fait en quoi ces personnes ont contribué à défendre les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de solidarité, mais aussi, parce qu'en réalité, on l'oublie beaucoup, et c'est que la laïcité, c'est le fruit de l'engagement de chacun, mais aussi l'engagement, justement, et puis bien sûr le volet éducatif. Elle commence quand, d'une façon officielle et largement acceptée par la société, cette laïcité, en 1905 ou bien avant ? Alors, historiquement... dans les grandes lignes. Hein. Oui, dans les grandes lignes. Donc, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais historiquement, bien sûr, la loi de séparation de l'Église et de l'État pose le problème de la laïcité. Et derrière ça, de toute façon, c'est l'école de la République qui a posé la problématique de la transmission de tout un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs étant celles de la République. Donc, encore une fois, de liberté, d'égalité, de fraternité. Si vous regardez un livre de morale républicaine du début du XXe siècle, vous y découvrirez des choses qu'on ignore, parce que nous, on pense que la morale, c'est juste dis bonjour, merci madame, et tu tiens la porte, etc., plus ou moins, et des choses qui tiennent à de la relation sociale. Alors, en fait... les fondateurs de l'école de la République avaient une haute idée de l'homme. On était encore dans une idée où on mobilisait les philosophes, etc., etc. Donc, vous livrez un livre de morale, encore une fois, du début du XXe siècle. Pour des élèves CM1, CM2, vous commencez par Platon. Aujourd'hui, on commence Platon en terminale. Platon sur la question « Qui es-tu ? Que veux-tu être ? Que veux-tu devenir ? Et qu'est-ce qu'un homme ?» Bon, puisque finalement, dès qu'on va parler de liberté, d'égalité, de fraternité, tous ces éléments-là, on va reposer à un moment donné ou à un autre la question de qu'est-ce que l'homme. Et pour ça, il faut pouvoir donner donc en fait aux enseignants, c'est ça l'origine du sujet, il faut pouvoir donner aux enseignants quelque chose qui leur permette de se réacclimater avec
je peux aborder ce sujet. 2, l'application, c'était comme un compagnon c'est un flux Instagram, c'est à ça que ça ressemble, privé, fermé, va me donner tout un tas d'idées auxquelles je n'aurais pas pensé. Je tombe sur une citation de Nelson Mandela. Je dis, tiens, en fait, il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur le Beethoven et la fraternité. Je ne savais pas que l'engagement de Beethoven sur la fraternité était aussi prégnant. Et puis, pour leur faciliter le travail, parce que le problème de l'enseignant aujourd'hui, c'est qu'il subit une charge mentale colossale. Donc, pour lui permettre d'utiliser l'application avec ses élèves aussi facilement que possible, on lui propose, en fait, généré par de l'IA aujourd'hui, ça fonctionne bien, un certain nombre d'activités pour la classe. Donc, c'est 11 000 activités, je crois. Oui, il y a 11 000 activités, puisqu'elles sont classées par niveau. C'est ça. Adapté selon le niveau. Et donc, il y a des jeux de rôle, il y a un débat pour la classe, il y a 1 minute pour convaincre et il y a, ouvrir le dialogue. Donc, 4 types d'activités classées du CP au lycée, donc en niveau de difficulté. Ouais. Avec une IA qu'on a en fait entraînée sur la base de nos informations historiques, etc. Et sur la base d'un opérateur français, Mistral. Absolument, tout à fait. Cocorico. Voilà, Cocorico. Mistral marche bien. Aujourd'hui, tous les opérateurs, à peu près, c'est la course en avant. Ça va très, très vite. Vous alliez parler de l'IA et des images générées par IA. Ce qu'on voit, nous, aujourd'hui, c'est que je crois que ça change tous les jours. Et que la façon dont l'IA est mobilisable avec pertinence n'arrête pas d'évoluer. Et aujourd'hui, on a tout un tas d'applications éducatives et d'autres où on mobilise l'IA et on en fait ce qu'on veut. Parce que c'est un sujet délicat, celui de la laïcité. Est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est assez fiable pour parler de laïcité dans le cadre d'une application sur un sujet si difficile, j'allais dire, qui est porteur d'un traumatisme, en tout cas, dans la communauté enseignante? Alors, à partir du moment déjà où vous abordez le sujet en vous ancrant dans l'histoire, vous réglez déjà une grande partie du problème. Ouais. Donc, quand vous, encore une fois, vous proposez à un enseignant de mener une activité avec des élèves autour d'une citation de Nelson Mandela ou de Gandhi, vous sortez déjà de la crispation du moment. Ensuite, nous, à Efficience Digitale, on pense que, je dirais, l'IA ne doit jamais s'opposer à l'IN. L'IN, c'est l'intelligence naturelle, c'est la nôtre propre. Donc, si on ne met pas l'intelligence artificielle véritablement au service de l'intelligence naturelle, on se met dans une problématique de laquelle on risque qui risque de poser des problèmes à l'avenir. Et en fait, l'application s'adresse bien à un enseignant. Elle lui suggère des activités, charge à lui de se l'approprier et de voir comment il veut la redistribuer avec ses élèves. Donc on est autant sur une appli inspirationnelle, on ne veut pas prendre la place de l'enseignant, mais qui se disent en fait, elle est d'abord pour lui en fait. C'est un complément. En fait, et puis on a des particuliers qui aujourd'hui utilisent l'application, mais ils ne sont pas profs, mais ils disent elle est super juste parce que ça nous rappelle plein de trucs qu'on ne connaissait pas. Tout est très quand même positivé. Donc la laïcité est positivée. Il n'y a pas du tout de crispation sur les problèmes. C'est très factuel. Ouais. Donc du coup, il n'y a pas de parti pris. Il n'y a pas de militantisme, on ne défend pas une idée particulière. Quand on dit c'est passé à tel moment, telle date, où on cite une citation de Victor Hugo qui évoquait George Sand, c'est que du factuel. Et donc on reste dans des choses, justement, qui dépassionnent le débat. Ça s'est passé. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose? Et là, il peut aborder le sujet en classe. Et encore une fois, on n'est plus dans les grands frères, les machins, la problématique, je fais le ramadan, je suis musulman, je veux porter une voile, je suis chrétien, je vais mettre ma croix, ou je ne sais quoi. Bien sûr. Qui sont aujourd'hui un tas de sujets qui posent problème. Justement, on va continuer à en parler ensemble dans un instant, si vous voulez bien, parce que c'est un sujet important. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Jean-François Pilet d'Efficience Digitale. Jean-François, juste avant de reprendre nos passionnantes discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous allez revenir avec nous sur la vague d'images générées par intelligence artificielle dans le style, on l'a vu, du studio d'animation japonais Ghibli, phénomène suivi de débats enflammés autour, effectivement c'est vrai, du non-respect du droit d'auteur de son fondateur. Alors là, vous allez m'aider. Hayao Merci. Miyazaki. Merci beaucoup. Allez, c'est à moi. Bref, suite à l'intégration le 25 mars d'un outil de génération d'images intégré directement dans ChatGPT, un tsunami, on l'a vu en effet, de photos personnelles rendues dans le style du studio Ghibli et de son fondateur Miyazaki a déferlé sur le net. Le principe est tout simple, on télécharge une photo sur ChatGPT, mettons Philippines et notre président Emmanuel Macron. Mon Dieu, vous n'avez pas le droit de faire ça. Elle est sur Internet, désolé. Et on demande ensuite à ChatGPT d'en faire la version façon à mon voisin Totoro, ça donne ça. Mais comme c'est mignon, alors j'essaie avec une autre photo pour que vous puissiez l'utiliser plus adapté à une photo de profil. Alors il faut dire que c'est... Voilà. Oh, mais qu'est-ce que c'est mignon, celle-ci aussi. Elle est sur Internet, Philippine. Il faut veiller à son image sur le net. L'image, en tout cas, qui a lancé la tendance est une photo banale au mystère de la viralité, postée par un ingénieur de Seattle avec sa femme et son corgi. Aujourd'hui, l'image, aussi banale soit-elle, comptabilise 51 millions de vues. Et 2 semaines plus tard, la tendance à la ghiblification du réel traversait tout Internet et était utilisée par tout le monde. Anonyme et personnalité publique, j'imagine. Évidemment, Emmanuel Macron lui-même s'en est emparé pour vanter les mérites de la protection civile. Les mêmes types Disaster Girl ont aussi été top tendance. Mais des images historiques sont aussi passées à la moulinette Ghibli, de Twin Towers jusqu'à Jackie Kennedy. Et évidemment, on passe sur des blagues avec le voyage de Chirac façon salon de l'agriculture, mais sa version marché d'Ameyoko. Avec ses 2 beaux cochons, c'est quand même très mignon. Bien sûr. Qu'est-ce qui explique cet engouement selon vous, Jeanne? Alors déjà, le style de Miyazaki lui-même, qui apporte une forme d'innocence, d'attention au monde, fort opportun dans un univers violent et ceinturé d'Internet. Le dessinateur japonais de 84 ans, lui, il tient ses influences des ukiyo-e, ces estampes japonaises dont le nom signifie image du monde flottant. Il a toujours à cœur de représenter les différents âges de la vie avec une tendresse, une importance égale, d'animer aussi d'une force animiste et d'une présence des éléments du monde naturel. Et on est dans une pleine contradiction, du coup, dans ces images qui à la fois célèbrent le vivant et à la fois portent l'hubris de la technologie, de l'intelligence artificielle qui les produisent. Ce qui fait effectivement que ça devient étrange, en effet, de voir des images comme celle du 11 septembre ou de la mort de Kennedy de cette manière-là. C'est tout l'enjeu de ces images générées par IA. On est sur du contenu bon marché, on est sur du contenu à la demande et qui sert d'appât numérique. Alors forcément, la force de frappe va particulièrement être utilisée par les politiques et en première ligne la droite américaine. Le 27 mars, la Maison-Blanche publiait sur son compte officiel sur X une image ghiblifiée de trafiquante de fentanyl dominicaine arrêtée par les forces anti-immigration. L'image de la fiction, elle est ici utilisée pour son pouvoir de pénétration de l'inconscient collectif, tout en ajoutant, je cite ici Charlie Warzel du quotidien The Atlantic, tout en ajoutant une couche d'irréalité à Internet. Vous parliez tout à l'heure, Jeanne, de débats enflammés sur Internet. C'est au sujet justement d'images comme celle-ci? Alors oui, image à mon avis que Miyazaki n'approuverait pas particulièrement, mais si la toile donc, a particulièrement débattu autour de ce filtre, c'est autour de 2 aspects particulièrement problématiques. Ça fait 3 fois particulièrement et j'en suis désolée. Le premier, c'est le non-respect du droit d'auteur, le studio Ghibli n'ayant a priori jamais donné son accord pour que ces images entraînent les technologies de ChatGPT. La deuxième, c'est le fait que Miyazaki a même prononcé très clairement son opposition à l'intelligence artificielle. On peut voir ici, si on lit en petit la phrase prononcée par le créateur du voyage de Chihiro, l'intelligence artificielle est une insulte à la vie elle-même. Je cite donc Miyazaki, phrase
que l'illustrateur avait prononcé en parlant d'un de ses amis handicapé dont il disait que tous les matins, il avait un mal infini, ne serait-ce que pour soulever le bras, et lui réagissait en disant « Celui qui a créé ces choses n'a aucune idée de ce qu'est la douleur. Je ne voudrais jamais intégrer cette technologie à mon travail. Je suis profondément convaincu que c'est une insulte à la vie elle-même. » Bref, ce qui me fait un peu me sentir mal vis-à-vis de ces petites images Ghibli de vous, Philippine, que j'ai utilisées au début, mais c'est tellement mignon que c'est difficile d'y résister. Je vais devoir me venger, Jeanne, si vous savez que... C'est infini. Ça va arriver, c'est infini. Mon Dieu, quelle horreur je suis sur cette photo. Mais non, vous êtes toute jeune surtout, vous avez... C'était il y a longtemps. Oui, très très longtemps. Enfin. C'est quoi votre film préféré de Miyazaki? Moi, Totoro a bercé mon enfance. Ouais, moi j'en ai pas vu beaucoup. Je suis pas très dessin animé. C'est vrai. C'est des dessins animés, c'est ça le voyage. J'en ai vu un, le voyage. Non, mais voilà, ça m'a pas bercé mon enfance. Ça n'a pas bercé votre enfance. Bon, on va parler en tout cas d'un sujet parce qu'on n'a pas le même âge. Non, exactement. Bien sûr, tout à fait. Donc, il y avait autre chose. Il y avait c'est des Disney, films qui sont comme autant appréciés des enfants que des adultes. Ouais. Très très beau film. Allez, on enchaîne. Deuxième partie du talk tout de suite. On va continuer à parler de laïcité. Et on continue à en parler avec vous, justement, Jean-François Pilet. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Efficience Digitale. On a parlé en première partie du talk, juste avant la chronique de Jeanne, de ce sujet de la laïcité, d'à quel point c'était un sujet essentiel, à la fois pour la société, bien sûr, mais aussi à quel point c'était difficile d'en parler en tant qu'enseignant, en tant que membre de la communauté éducative auprès des élèves, par rapport évidemment à ce qui a pu se passer avec Samuel Paty il y a quelques années. L'année 2025 marque le 120e anniversaire de la loi de séparation des églises et de l'État. Quel regard aujourd'hui vous avez l'impression que la jeune génération porte sur le concept de laïcité? Est-ce que ce regard a changé au fil des années? Est-ce qu'il a notamment changé depuis ce qui est arrivé à Samuel Paty? Alors, je pense qu'aujourd'hui, le regard est un peu confus. Mais il n'est pas confus uniquement du fait de la jeune génération, il est confus, je crois, du fait globalement de la société civile, qui sait effectivement pas plus forcément très bien ce que c'est, où elle commence, où elle s'arrête. La laïcité, à la base, laisse chacun libre de ses convictions, c'est l'article 2 de la Constitution, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient politiques, avec la liberté d'expression qui va avec. Nul ne peut être inquiété pour les idées qu'il a. Seraient-elles opposées aux nôtres? Poseraient-elles problème, etc. Bon. Donc aujourd'hui, c'est plutôt devenu quelque chose dans lequel on a une série d'autorisations et d'interdits. Et donc, on est plutôt sur une laïcité défensive que sur une laïcité positive et ouverte. Et donc, tout ça pose beaucoup de problèmes parce que les jeunes générations ne sont jamais à l'aise avec les interdits, avec des choses qui leur paraissent arbitraires et où on leur dit ça c'est bien et ça c'est pas bien. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, la plus grande difficulté, et c'est pour ça qu'en s'adressant aux enseignants indirectement, on s'adresse aussi, on espère qu'ils pourront s'adresser aux jeunes générations. Mais typiquement la liberté. Bon, aujourd'hui, est-ce qu'on sait ce que c'est que la liberté? Je crois qu'on ne sait plus très bien ce que c'est. Or, la liberté, c'est choisir ses contraintes. Il n'y a pas de liberté sans contrainte, même celle de l'ermite, qui quitte totalement la société, pas sans contrainte. Donc, à partir du moment où on ne sait pas dire à un jeune que la liberté, c'est choisir ses contraintes, et quelles sont les contraintes que tu vas décider de choisir, il y a quelque chose vis-à-vis duquel il va être flottant, il ne va pas forcément bien comprendre. Un autre sujet aussi, c'est écrit sur tous les frontons de mairie, égalité. Mais l'égalité, ce n'est pas l'uniformité. Il y aura toujours, dans la société, des personnes douées pour certaines choses et moins douées pour d'autres. L'égalité, se situe à un autre niveau. Or, aujourd'hui, l'égalité, c'est est-ce que j'ai le même smartphone que celui que mon voisin ou est-ce que j'ai un appartement aussi grand que celui de mon voisin? Et vous allez pouvoir dérouler comme ça. Donc, il y a c'est tout un champ, je pense qu'aujourd'hui, sur lequel il faut qu'on se repose la question justement je dirais, à quel point on s'est éloigné de la laïcité, quels sont les degrés d'urgence. Il y a un certain nombre de situations qui sont des situations d'urgence vis-à-vis desquelles vous ne pouvez pas faire autrement qu'être défensif. Mais sur quelle base on veut vraiment construire et refonder la laïcité? Là, il y a un
un vaste sujet. Un vaste sujet qui n'est pas évident d'ailleurs, parce qu'il y a quelques semaines, dans une interview pour La Dépêche, Gilbert Abergel, le président du comité Laïcité République, affirmait, je le cite, que l'école est explicitement désignée comme une cible par les islamistes radicaux et donc que certains jeunes, fin de citation, peuvent s'opposer activement à l'institution scolaire et que cela crée des débats autour de la laïcité qui ont connu des moments importants et qui ont aussi fait les unes de l'actualité ces derniers temps, moins l'année dernière, c'est vrai que les chiffres de l'éducation nationale l'ont montré. C'est intéressant. Oui, bon... vous n'êtes pas tout à fait convaincu par le sujet. Je pense que attendons l'année prochaine. Attendons l'année prochaine. C'est fluctuant, mais tant mieux. Tant mieux. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Est-ce que vous partagez son avis à M. Abergel, président du comité Laïcité et la République, qu'aujourd'hui, l'école est un lieu désigné comme une cible? Parce qu'on y parle aussi de laïcité. Oui. Parce qu'on y promeut les valeurs de la République. Oui, et qu'à partir de ce moment-là, elles vont être identifiées ou ressenties comme contraires à des valeurs donc, qui sont celles de l'islamisme, mais pas seulement. Je pense que par moments, l'intégrisme catholique ne va pas... beaucoup mieux, et ils ne sortent pas des kalachnikovs, c'est quand même une grosse différence, mais parfois, ou en tout cas avec les mots, avec l'exclusion, au fait de voir l'autre véritablement comme un étranger et de le rejeter. Moi, je crois, je rejoins ce qu'il dit, mais il faudrait développer. Je rejoins ce qu'il dit dans le sens où c'est toujours très facile de commenter quand on n'est pas à la place de ceux qui y sont. Les enseignants, les responsables de ce type d'organisation. L'école est la cible, mais l'école, elle est aussi le levier et le point de départ à partir de quoi on peut refonder quelque chose. Mais là, effectivement, c'est bien gentil de le dire comme ça, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple, il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé en Suède, par exemple, ces 15 dernières années. On n'en a pas beaucoup parlé en France. Or, en fait, au moment où il y a eu la loi du voile, la première, ça doit bien dater une dizaine d'années, ouais. On a vu des reportages que France T avait été faire en Suède, où la Suède était totalement ouverte. Alors, elle vivait une laïcité dans laquelle vous voyez arriver les élèves à l'école le matin, qui avait sa kippa, qui avait son voile, qui avait sa croix, qui n'avait rien, et tout se passait très bien. Et les enseignants qui étaient interviewés dans le cadre de ce reportage disaient « On est stupéfait qu'en France, vous interdisiez le port du voile. » Aujourd'hui, la Suède, c'est la cata. C'est un pays qui est devenu extrêmement dangereux. C'est un pays qui s'est radicalisé. Il y a quelque chose leur a échappé. Ils ne savent pas quoi. Quelque chose leur a échappé. Et aujourd'hui, tout ça s'est retourné contre eux. Et ils sont en train de se demander comment ils vont aussi adopter une stratégie défensive. Donc le sujet n'est pas uniquement français, mais bien international, et on pourrait en parler pendant le sujet est international, oui, c'est vrai, et tout à fait. Et puis après, il y a aussi... Très rapidement, s'il vous plaît. Les problèmes générationnels. Ouais. Donc le problème générationnel, qui est qu'aujourd'hui, les jeunes qui se radicalisent sont quand même des jeunes qui, en France, ne se sentent pas chez eux, et quand ils retournent chez eux, entre guillemets, ne sont pas du tout reçus avec un tapis rouge. Donc le problème va bien au-delà que de l'école, c'est un problème de société. Problème de société majeur, auquel vous participez, justement. Je rappelle que ça s'appelle donc Efficience Digitale, avec votre application donc, qui s'adresse aux enseignants. Merci infiniment d'avoir été parmi nous aujourd'hui, Jean-François Pilet, fondateur d'Efficience Digitale. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, même si la vengeance est un plat qui se mange froid, mais je m'y tiens prête. Merci à vous de nous avoir suivis, à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission, ainsi qu'à toute la régie derrière lui. Et puis nous, dès demain, dès 12h30, on se retrouve toujours dans l'École du Futur. D'ici là, passez une très très belle journée. Ciao.